le nouveau modèle? On va gagner avec le nouveau modèle, ça nous... Au total, le bilan sera très positif et très rentable pour le pays. Ce que coûtera le modèle, bon, ce qu'on affiche en régime de croisière, en termes d'implication budgétaire, c'est à peu près 10 points de PIB, donc à mobiliser pour les dépenses prioritaires, donc les dépenses d'avenir qui sont identifiées dans le nouveau modèle. Donc ça, c'est une perspective donc à terme en régime de croisière, donc ça se fera très progressivement. Et il y a toute une partie financement qui décrit donc la réflexion sous-jacente à la mobilisation des financements qui doit se faire sans augmentation importante de la pression fiscale. Donc on table sur une mobilisation additionnelle principalement par l'élargissement de l'assiette, donc, et d'ailleurs qui serait accompagnée par une baisse de la charge fiscale sur les entreprises, puisque l'économie est notre sujet aujourd'hui. On appelle, et c'est écrit dans le rapport, à une baisse de la charge fiscale sur les sociétés exposées à la concurrence internationale. Ensuite, il y a deux idées principales qui fondent notre doctrine sur le financement. Il y a l'idée du cercle vertueux, donc l'idée que si on met en place les réformes, ça va déclencher une dynamique de croissance qui va ensuite permettre d'autofinancer le modèle. Mais ça, c'est à terme. Mais à court terme, il y a des mesures à prendre en termes de rationalisation de la dépense. Et pour peut-être rebondir sur ce qu'a dit monsieur, il y a des propositions assez fortes sur la mise en place d'une revue générale des dépenses publiques, un peu comme ce que vous avez décrit. Donc ça, c'est une proposition du modèle. Et puis par ailleurs, on a une proposition d'inscrire dans la programmation budgétaire les dépenses d'avenir et donc de piloter ça de manière pluriannuelle dans le budget. En lien avec d'ailleurs la LOF, la loi organique des lois de finances, qui doit être aussi mobilisée pour financer le modèle et dégager des marges de manœuvre dans le cadre d'une soutenabilité à terme du modèle. Donc ça, c'est les indications principales sur le financement. Moi, je voudrais peut-être... alors, je vais me risquer à un exercice un peu périlleux. Je vais répondre à l'interpellation de Doueli qui nous a demandé de le guider dans ce maquis du rapport, et donc autour de 4 concepts très forts, en tout cas pour ce qui concerne la partie économie, que je résumerai en 4 concepts si vous voulez faire un take-away et prendre avec vous, serait ça. Et puis chemin faisant, à mesure que je parlerai de ces concepts, je répondrai comme ça dans le fil de la présentation aux questions et aux interrogations qui ont été évoquées. Avant de faire ça, je dis à mon ami Diop, si effectivement, comme tu as parlé de la question de la haute fonction publique, mais ça fait pas partie de ma présentation, donc je préfère te le dire maintenant, il y a en annexe un projet très audacieux pour le coup, très intéressant, qu'on appelle le vivier de la haute fonction publique, et qui appelle à changer le mode de nomination et de valorisation de la haute fonction publique pour rompre en effet avec la situation actuelle le constat, on le connaît, effectivement, il y a une dévalorisation de la haute fonction publique et l'attractivité de la haute fonction publique, la capacité à l'inciter, notamment à prendre des risques et à prendre l'initiative, devrait normalement, enfin en tout cas, la proposition qu'on fait, parce que tout ça, ce sont des propositions. On est d'accord. Voilà. Parfois, si Ahmed glisse et dit on a décidé, mais on a proposé. Mais effectivement. Tes idées, pas les miennes. Ah, les miennes. Donc en effet, donc tout ça, je pense, c'est bien de le rappeler. Bon, tout le monde le sait. Notre président l'a dit plusieurs fois, mais tout cela, ce sont des propositions. C'est une commission consultative, et donc il y a une proposition assez forte qui répond à ta préoccupation. Maintenant sur l'ambition de croissance, puisque effectivement c'est une ambition qui paraît audacieuse pour le coup. On affiche 6% de croissance, 6% de croissance sur une durée longue. Alors autant on a réussi dans les années 2000 à accélérer sur une courte période la croissance. Donc on est arrivé à des pics de 5,5, 6% sur 2-3 années, donc en 2007-2008. Mais maintenir une croissance, c'est-à-dire se hisser à un nouveau régime de croissance, c'est une autre histoire. Et il y a des pays qui ont réussi à le faire, notamment la Turquie par exemple sur ces 10 dernières années, entre 2010 et 2019, donc pré-Covid, la Turquie a maintenu une croissance de 5,8%. Donc on n'est pas sur des choses chimériques, on n'est pas sur des choses fantaisistes, mais on est sur un nouveau régime de croissance. Donc c'est quelque chose qui pourra être atteinte par une mobilisation générale et si des réformes structurelles de fond et des ruptures importantes, décisives, sont opérées. Voilà. À partir de là, donc les 4 concepts clés à emporter,
en tout cas qui décrivent un peu l'approche économique et la philosophie économique du rapport. D'abord, il y a je vais les citer ensuite, je vais les expliquer un peu plus dans le détail. Donc le boom de productivité. Deuxièmement, les gisements de prospérité. Troisièmement, la révolution entrepreneuriale. Et quatrièmement, cette idée de task force qui est une des propositions d'opérationnalisation. Donc il y a 4 concepts. Alors, concernant le boom de productivité. Alors traditionnellement, la croissance au Maroc a été portée principalement par l'accumulation de capital. On a parlé effectivement d'un taux d'investissement qui était autour de 30% du PIB, en tout cas pour la FBCF, et plus de la moitié était portée par le secteur public. Alors, si on veut faire 6%, si on veut accélérer, l'accumulation de capital ne pourra plus être la source principale de la croissance. Il faudra trouver un relais de croissance, et ça sera principalement les gains de productivité. Les gains de productivité au Maroc, chaque année, c'est 1%. Si on fait une comptabilité de la croissance, 6%, ça implique de multiplier par 3 les gains de productivité annuellement au Maroc. Alors, à l'échelle macroéconomique, c'est un défi absolument colossal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un boom de productivité. Ce boom de productivité, ça veut dire que tous les acteurs, que ce soit publics, privés, les grands groupes, les PME, tout le monde doit devenir plus productif. Soit à travers de l'efficience productive, c'est-à-dire faire mieux ce que l'on fait déjà, soit de l'efficience allocative, c'est-à-dire de mettre les ressources sur des activités plus porteuses de valeur ajoutée. L'emploi est aussi une source importante de croissance. Et je réponds chemin faisant aux questionnements qui ont été évoqués. L'emploi est une conséquence de la croissance, principalement. Donc ce n'est pas une précondition, c'est une conséquence de la croissance. Les économistes appellent ça une élasticité à la croissance. Au Maroc, aujourd'hui, lorsqu'on fait 1 point de croissance, on a entre 0,2 et 0,3 points de croissance de l'emploi. Ça s'appelle une élasticité. Dans les années 2000-2010, c'était plus. C'était plus autour de 0,4, 0,5, parce que la croissance est très intensive, notamment dans le BTP. Et ça, c'était très très riche en emploi. Alors notre objectif aujourd'hui, l'ambition collective, ça doit être bien sûr d'accélérer la croissance et mécaniquement l'emploi va augmenter, mais ça ne suffira pas. Et notamment ce qu'avait dit Sihmed tout à l'heure, il faut enrichir la croissance en emploi. Et l'enrichissement de la croissance en emploi, ça implique notamment l'émergence d'un nouveau secteur qui n'est pas forcément lié mécaniquement, spontanément à la dynamique marchande, mais qui serait un effort volontariste et une impulsion forte de l'État pour enrichir la croissance en emploi et améliorer techniquement l'élasticité de la croissance à l'emploi. Donc on pense qu'on peut aller vers 0,4, 0,5 au-delà. Et ça couplé avec aussi la participation des femmes, parce qu'il y a des mesures aussi dans le rapport pour rehausser la participation des femmes qui est extrêmement basse au Maroc. Voilà. Donc ça, c'est sur le boom de productivité et qui est absolument indispensable. On doit tripler les gains de productivité chaque année pour réaliser notre ambition de croissance. Le deuxième concept qui découle de ce, parce qu'à ce moment on dit effectivement la tâche est colossale. Comment on fait pour libérer autant de productivité? Et nous, ce qu'on a fait, c'est que avant d'aller mener le combat pour la croissance, avant de commencer cette bataille, il faut faire la revue des troupes. Il faut faire un état des lieux, un inventaire de nos forces. Et c'est ce qu'on a fait à travers cette cartographie de ce qu'on appelle les gisements de prospérité. Donc on a regardé, domaine par domaine, quelles étaient les potentialités sectorielles sous-exploitées. Et on a été incroyablement surpris de voir que, au-delà de, vous savez, des projections un peu chamaniques, etc., on a concrètement, sous nos pieds, autour de nous, des potentialités considérables qui, si on était mieux organisé, pourraient débloquer un potentiel de croissance absolument considérable. La spécificité du Maroc, et là c'est un message d'optimisme vraiment que la Commission envoie à travers cette approche par les gisements de prospérité, la spécificité du Maroc, c'est qu'il bénéficie d'un mix de potentialités qui est parmi les plus importants au monde. Il y a très peu de pays qui ont un capital naturel aussi abondant, 3500 km de littoral, une proximité avec le plus grand marché du monde qui est l'Europe, 15 km, position géostratégique incroyable, un début d'insertion dans les chaînes de valeur, un patrimoine immatériel, c'est-à-dire un capital humain, une jeunesse agile, connectée, une diaspora absolument extraordinaire, incroyablement qualifiée, un capital culturel complètement sous-valorisé, un marché intérieur qui est important, qui est très intéressant,
mais qui est traversée d'inefficience, et si ces inefficiences étaient corrigées, pourrait libérer un potentiel. Donc, quelques exemples, par exemple. Est-ce qu'il est normal, parce qu'on a un ancien ministre du tourisme, aujourd'hui le Maroc attire 7 millions de touristes étrangers, hors MRE. En Turquie, c'est 40 millions, et les îles Canaries attirent 15 millions. Bon. Alors, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais on a quand même des atouts extraordinaires. On peut avoir un tourisme balnéaire, un tourisme culturel, un tourisme éco-responsable, on peut faire du city break, on a des villes emblématiques comme Marrakech connues dans le monde entier. On a quand même un potentiel qui est considérable. Et pourquoi on n'arrive pas à faire 30 millions, 40 millions de touristes? L'industrie agroalimentaire, on en a parlé. On a aujourd'hui un potentiel de transformation agricole qui est absolument considérable. L'aquaculture au Maroc, je vous donne un exemple sur, par exemple, l'économie bleue. Aujourd'hui, on produit autour de 1000 tonnes à peu près en aquaculture. Le potentiel identifié au Maroc est de 300 000 tonnes. Il y a un problème. L'industrie navale, on n'a pas véritablement d'industrie navale, alors qu'on a un potentiel d'industrie navale considérable. Et j'en passe et des meilleurs sur l'immobilier. Ça fait 10 ans que le secteur immobilier stagne. Juste pour aller dans l'Islande, avec 400 000 habitants, produit plus que le Maroc en pêche. Oui, et en fait, lorsqu'on regarde de manière précise et détaillée tous ces exemples, on se rend compte qu'il y a des gisements de prospérité partout. Maintenant, j'en viens au troisième concept. Alors, je reviens d'un pas, si vous permettez. Ce que l'on sait sur la croissance économique, ce dont on est instruit en regardant l'expérience internationale, c'est qu'un pays ne se développe pas et ne croît pas en faisant plus de la même chose, mais en faisant des choses différentes et à plus forte valeur ajoutée. Ce qui implique qu'on ne fera pas 6% de croissance en augmentant la taille de ce qui existe déjà. Il faudra faire de la diversification, de la montée en gamme et de l'internationalisation. Et là, on appelle de manière très concrète à mettre en place un plan national de transformation économique qui serait un portefeuille de nos ambitions sectorielles. Donc ces potentialités, qu'on les traduise par des ambitions mobilisatrices dans un cadre de référence qui soit partagé par tout le monde et qui aligne surtout les intérêts entre les différents acteurs publics et privés. Troisième, donc ça c'était les gisements de prospérité. Troisième élément clé dans la compréhension de notre philosophie, c'est la révolution entrepreneuriale. Parce qu'au fond, et je pense que Douélé l'a dit, au fond, qui va aller chercher ces potentialités? C'est les entrepreneurs. Qu'ils soient des start-upers, et Média dit l'importance de ce secteur, que ce soit les PME, que ce soit les grands groupes, que ce soit les IDE, donc des acteurs étrangers qui viendraient valoriser nos potentialités. Donc c'est le dynamisme entrepreneurial qui est le moteur de la transformation productive d'un pays. Alors, il y a effectivement un déficit entrepreneurial très important au Maroc. Et nous, on appelle à une révolution entrepreneuriale. Mais pour la produire, il faut comprendre les racines du mal. Il ne faut pas traiter les symptômes, il faut les racines du mal. Les racines du mal, c'est qu'aujourd'hui, rationnellement, l'entrepreneuriat a un coût supérieur à son bénéfice. C'est-à-dire que les coûts aujourd'hui, dans le rapport coût-bénéfice, eh bien, la situation est très dissuasive pour l'entrepreneuriat qui est très ingrat. Et nous, on a identifié les 3 types de coûts majeurs qu'il faut baisser pour déclencher cette révolution entrepreneuriale. Bon, donc les raisons fondamentales de ce faible dynamisme entrepreneurial, on les a identifiées en 3 types de coûts. Un, on a des coûts de transaction qui sont très élevés. Donc les coûts de transaction, c'est les coûts qui sont liés aux barrières réglementaires et administratives. Il y a beaucoup de réformes dans le rapport qui sont pour le coup audacieuses pour baisser les frictions liées à la réglementation et à l'administration à travers un choc de simplification, notamment, mais on a aussi cette mesure du défenseur de l'entreprise, ainsi que d'autres mesures. Le deuxième coût, c'est le coût de production. Effectivement, si on veut que les entrepreneurs initient des projets d'investissement, il faut que ce soit rentable. Et pour être rentable, il faut que les coûts de production soient compétitifs à l'échelle mondiale. On a parlé également des leviers pour améliorer la compétitivité de l'économie nationale, pour permettre à nos entrepreneurs d'être compétitifs à l'échelle mondiale. Et puis enfin, il y a un coût de découverte. Tout ce qui est nouveau est risqué. Et donc ça exige un accompagnement public. Il y a des externalités et il est rentable pour l'État d'accompagner les entrepreneurs vers la découverte de nouveaux métiers qui sont plus innovants. Et spontanément, les entreprises, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées, eh bien, elles ont un peu de mal à y aller parce qu'il y a des risques supérieurs à aller dans des activités traditionnelles.
Donc l'enjeu majeur pour produire cette révolution entrepreneuriale, c'est de changer le rapport coût-bénéfice en baissant massivement les coûts et en augmentant la probabilité de succès et d'espérance de gain pour les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est la révolution entrepreneuriale. Enfin, la question qui se pose, c'est comment on enlève et on supprime ces coûts, comment on abaisse ces coûts, comment on règle ces contraintes. Et c'est là où le 4e concept intervient, qui est celui des task force sectorielles. Alors, parmi les problèmes auxquels se heurtent les entreprises qui veulent exploiter ces potentialités, il y a des problèmes de deux ordres, en fait. Il y a des problèmes qui sont génériques, qui sont communs à l'ensemble des secteurs. Par exemple, l'éducation, c'est générique. L'environnement des affaires, c'est générique. La justice, c'est transversal, c'est générique. La formation, ainsi de suite. Donc il y a des problèmes qui sont communs. Et ces problèmes, il faut les traiter au niveau de politique publique structurelle. Ensuite, il y a des problèmes, et ça c'était aussi un travail qu'on a fait dans le détail, par le menu détail, qui est d'aller chercher au niveau de chaque potentialité les problèmes vraiment spécifiques qui sont liés à ce secteur. Et on trouve en effet que dans beaucoup de secteurs, il y a des problèmes très spécifiques et dont la résolution doit être au bon échelon d'intervention, c'est-à-dire au niveau du secteur. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une nouvelle gouvernance des politiques de transformation économique, c'est-à-dire des stratégies sectorielles, autour de cette notion de task force, qui sont un outil public-privé de coordination pour régler les problèmes. On a 4 problèmes de coordination au Maroc. On a un déficit de coordination public-public, c'est-à-dire que lorsque les sujets sont à l'intersection de plusieurs ministères, on a du mal à se coordonner. On a des problèmes de coordination public-privé. Le dialogue public-privé n'est pas toujours suffisamment structuré. Le privé a pour vocation de remonter l'information et vraiment de cibler les contraintes majeures que les pouvoirs publics doivent donc lever. Ensuite, on a un problème de privé-privé, c'est-à-dire que des fois, au sein du secteur privé, les fédérations professionnelles, le secteur privé ne se parlent pas aussi de manière constructive comme ils devraient le faire, notamment dans certains secteurs où il n'y a pas forcément de coordination suffisante, et venir voir les pouvoirs publics pour leur dire exactement ce dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes et libérer un potentiel. Et enfin, on a un problème de coordination centrale, locale, où là encore, toutes ces potentialités, elles sont ancrées territorialement, et il faut que le central puisse parler au local pour permettre, donc aux régions notamment, qui ont des compétences économiques, pour permettre de libérer ce potentiel. Cette idée de task force permet d'apporter une réponse synthétique à l'ensemble de ces déficits de coordination. L'idée, c'est simple, c'est que le Maroc fixe des ambitions sectorielles à travers une politique nationale de transformation. Il mandate un groupe de réformes pour une durée limitée, avec une mission précise. Ce groupe est composé d'acteurs publics et d'acteurs privés. Bien sûr, il y a un chef de file ministériel, c'est normal, mais il y a aussi un sponsor privé, c'est ce qu'avait évoqué Ahmed tout à l'heure, qui, afin de faire écouter, de donner de la voix au secteur privé. Parce que les solutions et les problèmes sont chez eux. C'est le secteur privé qui doit faire remonter les problèmes. Ensuite, l'idée, c'est d'aligner les intérêts autour d'un objectif chiffré et d'avoir un mécanisme, effectivement, de suivi et d'arbitrage en lien avec les mécanismes de coordination globale du modèle qui ont été décrits précédemment. Et donc ces task force, nous on appelle à ce qu'elles soient mises en place assez vite, donc c'est notre proposition, autour d'un portefeuille d'ambition sectorielle prioritaire. Par exemple, il y aurait une task force sur l'innovation, par exemple la libération du potentiel des startups. Il y aurait une task force sur, par exemple, la montée en gamme dans l'offshoring. Songez par exemple qu'aujourd'hui, le Maroc exporte. L'offshoring, aujourd'hui, c'est 1% du PIB au Maroc, c'est 10% aux Philippines. Il faudrait que des gens se mettent autour de la table et se disent comment on arrive à 10% comme aux Philippines et quels sont les problèmes à régler et que tous les acteurs soient autour de la table pour les résoudre. Voilà en gros, si vous voulez, les 4 concepts que je répète pour les ancrer durablement dans votre mémoire longue. Le boom de productivité, les gisements de prospérité, la révolution entrepreneuriale et les task force sectorielles. Et je vous remercie.